En fait, je vais parler de marque employeur, expérience collaborateur, digitalisation humain. Je me suis connectée ce matin, j'ai vu que tout le monde parle un petit peu de la même chose, le monde d'après. Je ne vais pas refaire des slides de présentation de la stratégie, etc., ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il y a dans les entreprises. Moi, c'était histoire de vous faire un petit peu sourire, de voir, je savais que je passais à 14 heures, donc de voir le monde selon Zoom, en fait, les splendeurs et les misères de la virtualisation. Alors rapidement, ouais, ça fait comme ça. Pour me présenter, en fait, moi je fais du conseil, de la formation RH et communication et je suis également journaliste spécialisée RH et communication et puis voilà, plusieurs choses. Et je vois les tendances de l'innovation et du recrutement, du management, les tendances RH en interviewant notamment des entreprises. Alors je voulais vous montrer, donc ça passe comme ça. Première des choses, avant de parler d'engagement des collaborateurs, je voulais vous parler de licenciement 2.0. Alors, c'est les splendeurs de la virtualisation. Avec les technologies, tout est possible. Vous l'avez vu pendant le confinement, il y a eu les licenciements massifs de Uber. Il aura suffi de 3 minutes environ pour que la DRH licencie sans préavis 3500 collaborateurs en direct live. Alors, ça se passe certes aux États-Unis où effectivement, on peut licencier du jour au lendemain sans préavis. N'empêche que ce sont des méthodes qui poussent à réfléchir et qui peuvent faire froid dans le dos. Pourquoi froid dans le dos? En fait, pourquoi ça a fait le buzz? C'est parce qu'on a beau être en phase en fait avec le progrès, on en sent intuitivement la logique fatale. On sent que le monde post-épidémie, épidémie, oui, enfin je devrais plus dire post puisqu'on est dedans, c'est un monde selon Zoom, il y a des nouvelles manières de communiquer, on en tire tous profit, mais en même temps, on ne perçoit pas les conséquences à long terme aussi. Alors, certes, cette splendeur de la virtualisation, ça permet d'être loin de la vindicte des collaborateurs. Donc, le fait que les caméras, les micros soient coupés, en toute logique cynique, en licenciant à distance, vous avez l'avantage de rester bien à distance de la vindicte populaire, des collaborateurs. Contrairement aux conditions du direct live, en fait, vous n'avez aucun risque de poursuite ou de déchirure de chemise façon DRH d'Air France lors de son plan social. Splendeur de la virtualisation aussi, c'est Internet où il y a une formidable vitesse de propagation. On a 2h55 en moyenne. C'est le temps moyen de reprise d'une information par un autre site d'information. Et ça peut être beaucoup moins. Donc, c'est super, vous me direz, tout va toujours plus vite. Sauf que en fait, il y a 64% de l'information qui est publiée en ligne qui est du copier-coller. Et je ne compte même pas les paraphrases, les reformulations. Donc, ça veut dire que la combinaison du recours à la copie, à la vitesse de propagation de l'information, ça risque de tuer l'information originale et de faire perdre à l'information originale toute valeur commerciale. Donc, c'est aussi à réfléchir. Donc, rapidement, avant de parler de recrutement, moi, je voulais parler d'amour. Sur l'épisode 4 de Black Mirror que vous connaissez certainement, en fait, on présente un système d'algorithmes qui permettrait de trouver le candidat, le partenaire idéal. Et donc, l'épisode va critiquer ouvertement les applications de rencontres, la disparition du romantisme, la disparition du hasard. Et je me dis qu'en fait, dans notre société, on a une aversion croissante envers la prise de risque. On est vraiment à se pencher sur les KPI, sur tout ce qui peut être mesuré, tout ce qui ne laisse pas de part à quelque chose de l'ordre de l'émotion, de l'humain. Donc, j'ai vu que même dans les applis de rencontre, il y avait le DNA dating. On peut matcher selon son ADN, son patrimoine génétique. Voilà, bon, on n'en est pas là encore dans le recrutement, mais c'est une question à se poser. Donc, le recrutement 2.0, pour y venir, on a aussi l'algorithme qui est dans le recrutement. On a de plus en plus le sourcing en ligne, les rencontres virtuelles, les entretiens visio. Les entreprises, maintenant, grâce au big data, au machine learning, elles peuvent trouver vraiment les profils les plus pertinents sur la toile. Et je me disais que, c'est une réflexion, l'intelligence artificielle, en fait, c'est un petit peu l'humour misogyne, vous savez, à la Olivier de Benoît. En 2014, pour citer un exemple,
Amazon avait lancé une grande vague de recrutement. Ils avaient mis en place un système de machine learning pour automatiser tout leur process de sélection. Et ils s'étaient appuyés, ils s'étaient entraînés sur des CV d'hommes. Et l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle en a déduit? Que les femmes étaient incompétentes. Et Amazon a quand même mis 1 an pour se rendre compte que son intelligence artificielle discriminait les femmes et l'a enlevée. Donc, c'est de se dire, est-ce que l'intelligence artificielle est la source de tous les maux? Est-ce que des fois, elle n'est pas pire que l'intelligence humaine? Et en tout cas, ne pas oublier qu'à la base, il y a toujours une intelligence humaine. Donc, le recrutement 2.0, c'est le sourcing. C'est aussi, en fait, les rencontres virtuelles. On en a de plus en plus, en fait, les forums emploi, maintenant, ça devient des journées portes ouvertes online. On a les webinaires comme nous pour présenter les offres pour les clients. De plus en plus, c'est aussi des rencontres avec des entretiens visio. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, l'échange à distance via Skype, ça existe depuis de nombreuses années. Mais maintenant, l'entretien visio, il devient immersif. Il y a des plateformes de recrutement de développeurs qui font du live coding. Alors, je m'explique. C'est à côté de la fenêtre de chat, en fait, de dialogue, la fenêtre de dialogue. Le recruteur peut demander au candidat de programmer directement et d'expliquer son processus de réflexion. Donc, c'est un bon support d'échange et puis aussi de vérification d'une certaine compétence. Une compétence technique, certes, mais une compétence aussi d'explication, etc. Bon, je vais assez vite, je remonte. Donc, quand on est dans le recrutement 2.0, on est aussi dans tout ce qui est le système de reconnaissance faciale. Je vais assez vite en fait sur l'évaluation des soft skills par exemple CV Catcher en fait qui permet d'analyser la sémantique et les mots utilisés par le candidat pour lui proposer la bonne offre. Donc il y a l'exemple aussi de Easy Recruit qui s'est lancé dans le développement de la reconnaissance faciale et qui permet de voir en fait l'adéquation et de retrouver les bonnes soft skills des candidats. Et je me demandais à quand finalement des candidats un petit peu contestataires qui mettraient un maquillage Djangalo pour biaiser le système de reconnaissance faciale. L'expérience collaborateur aussi, c'est tout ce qui est de conserver des liens, même à distance, à tout prix. Donc, de conserver le rituel de la machine à café, des réunions. On a repensé finalement toute la réunion, mais à distance. Et je me disais, d'accord, certes, on a la possibilité avec les outils de faire plein de réunions. Ce qu'il faut, pour ne pas repenser et de se dire, peut-être qu'il faudra avoir moins de réunions. J'ai vu qu'un cadre, en moyenne, passait 16 ans de sa carrière en réunion. Donc, on est vraiment dans le processus de réunionnite aiguë. Autre chose, le télétravail. Alors, le télétravail, ça accroît de 22% la productivité. Ça permet de baisser l'absentéisme, c'est une meilleure efficacité, un gain de temps, etc. Donc maintenant, on sait que le télétravail va s'inscrire vraiment dans les mœurs de plus en plus. Il y a des chartes de télétravail qui fleurissent un petit peu partout. Chez Twitter, maintenant, on a même la possibilité de travailler à domicile pour toujours, si on le souhaite. Je passe. Autre chose, dans l'engagement des collaborateurs, on est dans l'espace de travail virtuel. En fait, le bureau classique tel que nous le connaissions jusqu'à présent touche à sa fin. Aujourd'hui, il y a des nouveaux modes de travail. Donc, on a le flex office, le coworking, le télétravail, etc., la visioconférence. Et il y a même des casques de réalité virtuelle donc, qui sont utilisés, par exemple, pour le recrutement, pour faire visiter les locaux de l'entreprise. Et maintenant, avec ces casques de réalité virtuelle, on veut booster la créativité des collaborateurs aussi et de se dire ils vont imaginer leur espace de travail et pourquoi pas être sur une plage en Thaïlande. Ce serait plus relaxant pour boucler ses dossiers et être plus motivé. Autre chose, Mélenchon qui a son avatar, pas avatar, son hologramme, pardon. Là, c'est une possibilité de développer des futures voies de collaboration. Finalement, Zoom, derrière son écran, ces réunions, c'est presque obsolète. Vous imaginez, c'est les voies du futur. En fait, on n'est plus dans la science-fiction, ça existe. Par exemple, BNP Paribas Real Estate a monté un système de collaboration, un outil collaboratif pour qu'on puisse se retrouver dans une même salle et avoir des hologrammes qui nous représentent et qui soient en mode
collaboratif. Bon, je vais un petit peu plus rapidement. Il reste 3 minutes, monsieur. Non, Pascal. Allez, prenez un peu votre temps. On a décidé, on est très agile. Et justement, comme on est en Ah, virtuel, on vous laisse 15 minutes de plus. Voilà. Et ah bah, Nathaniel fallait le dire. à 14h30. Alors voilà, recommencez pas forcément tout. Mais Non, 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 mais alors les choses évoluent je vais très prendre vite, hein, et plus de le monde de temps. 2020, il doit être agile. Donc voilà, je vous laisse un peu D'accord, plus de temps. soyons agiles. Voilà. Donc, bon, je finis sur BNP Paris Real Estate, en fait, où on disait qu'on transforme une pièce en un espace de travail immersif. On se positionne sur des futurs usages des espaces de travail qui permettent en fait de sublimer les classiques visioconférences qu'on a d'entreprises actuelles. Voilà. Donc Zoom, en fait, je disais, c'est le monde d'après, mais en fait, voilà, c'est le monde du passé presque, hein, avec ce que je vous propose. Autre chose sur les technologies, c'est le design thinking. Vous en avez entendu parler, je pense. Maintenant, toute entreprise qui se respecte, qui veut montrer qu'elle est innovante en fait dans sa marque, elle va parler de design thinking, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vous mettez en fait vous allez faire le prototypage des idées et vous allez faire travailler des professionnels du marketing, des ingénieurs, des designers, etc. Qu'est-ce que ça apporte? Ça permet de travailler en fait sur un projet qui fait sens en un temps record. Ça permet une forte cohésion interservice au sein de l'équipe. Ça permet de booster la créativité. Vous voyez, en fait, la partie cerveau droit de l'être humain, en fait, c'est ce que les entreprises veulent vraiment faire. Avant, on s'intéressait surtout à leur proposer en fait, de réaliser leur mission, de développer leurs compétences techniques. Maintenant, on est à fond dans les soft skills et on veut développer la créativité. Et on développe la créativité par le jeu, par l'interaction, par l'intelligence collective. On est dans une démarche d'innovation. Et les entreprises en fait, qui auraient cette démarche d'innovation en fait, et de design thinking, ce qu'on dit, c'est qu'elles travailleraient avec plus d'empathie. Et donc ça, c'est aussi une compétence qui est mise en avant, et puis outre l'intelligence émotionnelle pour leurs collaborateurs. En fait, pourquoi elles ont plus d'empathie? Parce qu'elles essayent de se mettre à la place des collaborateurs, des usagers, de comprendre leurs habitudes, leurs envies. Et c'est une manière de créer de l'intelligence et de se montrer pionnière en fabriquant une expérience utilisateur mémorable. Alors, vous me direz, finalement, l'entreprise, c'est un vaste terrain de jeu. Depuis la maternelle jusqu'à notre mort, en fait, on va nous faire avancer en jouant. Parce que tous ceux qui ont des enfants, ils le savent, quand on essaye d'apprendre bêtement les choses, ça ne marche pas. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé la solution pour mes gosses. Mais en tout cas, voilà, de développer ce côté créativité, le côté ludique, en fait, ça montre que l'entreprise, c'est une entreprise apprenante. Elle forme ses salariés toujours et encore. Donc, il y a des enjeux de GPEC aussi, de mobilité, de plein de choses. Le côté ludique. Donc, on a des team building. Et maintenant, les team building, ça se fait digitaux. On n'est plus dans les années 80 où on faisait sauter des commerciaux à l'élastique pour leur faire booster leur performance et puis leur sens de l'équipe. Maintenant, on va mettre en place des photo walls, on a des labs, des digital labs où les entreprises, en fait, les collaborateurs vont travailler dans des ateliers du do it yourself sur la robotique. Ils vont avoir des rallyes urbains digitaux, des escape games digitaux, etc. Voilà, tout est plus ludique parce que en fait, les collaborateurs, dans leur vie personnelle, veulent utiliser aussi tous ces outils, ils s'en sont saisis et ils ne comprennent pas que l'entreprise ne soit pas en avance et leur montre la voie, plutôt que d'avoir un train de retard. Alors, en matière de splendeur de la virtualisation aussi, de la digitalisation, je ne pouvais pas faire l'impasse sur la dématérialisation. Alors, qu'est-ce que ça apporte? C'est un gain de place, l'accessibilité des données, la traçabilité informatique des documents. On archive les documents et puis ça a une valeur légale. Il y a une empreinte écologique moindre, sécurité des données aussi. Les inconvénients, c'est de se dire qu'il faut aussi un investissement de base qui peut être important. Et puis, je pensais aussi à la résistance au changement. En fait, dans l'imaginaire collectif, beaucoup, quand ils pensent à dématérialisation, ils vont penser délocalisation de certains processus, des risques de perte d'emploi. Et tout ça, on a les solutions techniques, mais elles peuvent être pointées du doigt et la résistance humaine peut se durcir. Donc, c'est intéressant de se poser toutes ces questions.
Et on l'a vu, en fait, le grand paradoxe du confinement, en fait, que j'ai relevé quand j'ai discuté avec des amis, c'est que le chômage à temps partiel, il est réalisé à grande échelle et ça a permis de faire sortir certains travers psychologiques ou des injonctions paradoxales. Vous voyez, c'est par exemple des entreprises qui demandent à des travailleurs en chômage partiel de travailler malgré tout. Et alors, comment, quand on est collaborateur, on peut refuser cette requête et voire dénoncer la fraude à l'État, hein, parce qu'il en est question, quand le manager met la pression. En fait, comment le collaborateur peut ne pas répondre au présent quand l'entreprise va regarder, et elle a les moyens de regarder, en fait, elle peut voir qui se connecte, à quelle heure, à quelle fréquence, comment elle est en train de compter ses ouailles, ses fidèles collaborateurs. Et donc, quand les collaborateurs craignent pour leur emploi à la fin du confinement, là, on parle de leur engagement indéfectible. Et je me disais, mais l'engagement, il est mis à toutes les sauces, en fait. Le salarié, il répond présent parce qu'il y a des peurs de représailles. Et on est aux antipodes de l'engagement collaborateur tel que l'entreprise a pu le rêver quand elle a conçu sa marque employeur. Voilà, c'est une réflexion que j'avais là-dessus. Et pour finir, en fait, le monde post-épidémie, c'est, bon, je ne vais rien dire de plus finalement que ce que les autres ont dit aussi, c'est comment travailler mieux en s'appuyant sur la force de l'humain. S'assurer que l'expérience que les entreprises font vivre à leurs talents, que ce soit des candidats ou des collaborateurs, il faut que ça puisse conjuguer la digitalisation et l'humanité. Et on pourra véritablement parler d'engagement des collaborateurs quand ce sera forgé non pas sur la crainte, mais sur le respect des intérêts de chacun. Voilà. Et comme j'ai un petit peu plus de temps, en fait, tout à l'heure, j'ai reçu un communiqué de presse qui était intéressant, qui vient de Citrix. C'est le monde du travail en 2035. Et donc, c'est une vaste étude sur la cohabitation des humains et de l'intelligence artificielle. Donc, je ne vais pas détailler tout ça, mais j'étais juste en train de lire une citation de la directrice de Citrix France qui disait, puis ça me fait une formidable conclusion, la technologie va s'inviter de façon croissante dans nos vies, aussi bien privées que professionnelles, pour nous faire gagner du temps et nous permettre de consacrer notre énergie à des actions vraiment utiles, stimulantes et importantes. Et elle ne doit en aucun cas faire perdre de vue le facteur humain et social du travail. Donc, il y a le bien-être, la créativité et l'engagement des collaborateurs reste le meilleur atout des entreprises. Et la technologie ne devrait être conçue que pour accroître ces trois facteurs. Donc, de tout ce que j'ai dit, je suis d'accord avec elle et ça me fait ma conclusion.